à Gaspard Koenig d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être ici ce soir. C'est très important pour nous, parce que les JAM ont quand même une vision de la politique qu'ils espèrent assez novatrice. Pour nous, c'est très important de débattre, très important d'échanger. C'est très important d'aller confronter nos idées avec d'autres personnes, comme on va essayer de le faire ce soir. Comme certains le savent, parce que je vois beaucoup de JAM dans la salle que je connais, dans notre credo JAM, c'est la jeunesse qui s'émancipe et qui s'engage. S'émanciper, c'est aussi avoir un regard critique sur ce qu'on fait, c'est aussi se mettre en difficulté, c'est aussi confronter ses idées avec des personnes qui n'ont pas forcément exactement les mêmes, c'est essayer de construire quelque chose pour après avoir des idées pertinentes et les porter au niveau national. Donc vraiment merci Gaspard Koenig d'être là avec nous ce soir, de faire cet exercice. J'espère qu'ils vont être gentils avec vous. J'espère que je vais être gentil avec eux. J'espère que vous serez gentil avec eux. Et merci à Sacha, parce que c'est quand même grâce à lui que Gaspard est ici. C'est grâce à lui qu'on fait ça ce soir, et je lui passe la parole pour vous présenter notre invité. Donc bonsoir à tous. Donc Gaspard, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Gaspard Koenig, vous êtes philosophe, vous êtes passé par l'ENS, fondateur du think tank Génération Libre en 2013. Vous avez travaillé précédemment au cabinet de Christine Lagarde et puis à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres. Et aujourd'hui, vous enseignez aussi la philosophie à Sciences Po et vous êtes un auteur prolifique. C'est difficile de suivre la sortie de vos livres. Et vous avez enfin une chronique hebdomadaire dans Les Échos. Ce soir, vous allez nous livrer votre vision de la liberté à travers notamment à travers plusieurs sujets d'études que vous avez traités avec Génération Libre. Et puis après, on aura un moment d'échange et donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, comment essayer de réfléchir dès maintenant à comment le challenger. Voilà, à vous. Super. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Alors, puisque dans le Nouveau Monde, il faut prendre des risques, je prends un risque ce soir parce que j'ai refait un nouveau discours là, dans l'Eurostar, il ne faut pas s'encrouter soi-même. Donc, je vais vous présenter Je n'avais jamais arrangé les idées de cette manière. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez aussi. Il va y avoir des moments un peu philo, mais je pense que c'est extrêmement important qu'on n'en a pas assez, dans le discours public, que d'ailleurs on n'en a pas du tout assez à En Marche, on ne comprend pas très bien quelles sont les références idéologiques et intellectuelles. C'est extrêmement important parce que ce sont les idées qui guident le monde. Et c'est Keynes, qui n'est pourtant pas ma tasse de thé, qui disait très justement que quand un politique vous semble émettre une idée absurde, c'est qu'un économiste mort depuis 40 ans l'avait écrite un soir dans sa chambre. Ça, j'y crois beaucoup, et on voit les idées, elles font un long chemin souterrain, et à un moment donné, elles ressortent. Et ça donne, par exemple, le revenu universel de Benoît Hamon, qui a fait un chemin de 2 siècles, jusqu'à arriver dans une campagne présidentielle française. C'est jamais des choses qui arrivent par hasard. Un exemple, évidemment, que j'aime bien, c'est celui de Fisher, qui était un homme d'affaires très libéral en Angleterre, après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre, qui n'a rien d'un pays de boutiquier, qui est un pays d'idéologues, a eu une expérience socialiste quand même assez dure, en tout cas plus dure que tout ce que la France a jamais connu, sous le gouvernement Attlee. Et donc Fischer a été voir Hayek, le libéral autrichien bien connu, et lui a dit « c'est horrible ce qui se passe, ce pays s'effondre dans le socialisme, je vais fonder un parti politique, un parti libéral. » Et Hayek lui a dit « surtout pas, fonder un think tank. » Et c'est devenu l'Institute for Economic Affairs, qui lui-même a inspiré le CPS, Center for Policy Studies, qui lui-même a été la cheville ouvrière de la politique thatchérienne et qui s'est décliné largement dans les idées du New Labour. Vous savez que quand Margaret Thatcher est morte, Tony Blair a dit « je lui dois la plupart de mes idées ». Et donc ce chemin des idées, il est absolument important, il est souterrain, on ne le voit pas forcément, mais si Napoléon a fait le code civil, c'est parce qu'il y a eu les physiocrates avant. Et que donc je ne crois pas tellement finalement à la révolution, pour reprendre le titre d'un livre que vous connaissez tous, c'est-à-dire un homme politique qui arrive et qui dit on fait les choses complètement nouvelles. En fait, il arrive, il est à la fin d'une longue trajectoire d'idées. Et c'est pour ça que nous, l'idée du think tank et l'idée de la bataille des idées que je mène, et que nous menons, puisque mon équipe est là devant, et je serai ravi d'ailleurs de discuter avec vous après, c'est bien de prendre le sujet à la racine et de commencer à lancer des idées pour que dans 10, 20, 30 ans, peu importe quelle formation politique, elles rebondissent et elles finissent par advenir.
Alors ensuite sur le libéralisme, dont j'ai repris le terme. Alors c'est un terme évidemment compliqué, connoté, qui est d'ailleurs causé de manière complètement différente dans les différents pays du monde. En Amérique, ça veut dire gauchiste. En France, ça veut dire droite patronale. En Amérique latine, ça veut dire non bolivariste. En Chine, ça veut dire condamné à mort. Donc c'est un terme extrêmement flou. Mais on n'a pas le choix, parce que ça fait 3 siècles qu'il y a des philosophes qui s'en réclament. C'est un terme d'ailleurs qui a été inventé par les Français, même de Biran. Et donc il faut bien faire avec ce qu'on a et reprendre cette tradition, qui est, comme vous le savez, une tradition française, en tout cas qu'on se partage avec les Anglais, quand les physiocrates en ont posé les fondements au XVIIIe siècle. D'ailleurs, le premier libéral, enfin celui qui est parfois considéré comme le premier libéral, qui est Pierre de Bois-Guilbert, a écrit en opposition à Colbert, vous voyez. On était déjà là. Et quand vous reprenez les écrits de Bois-Guilbert contre Colbert, Bois-Guilbert qui avait été exilé et dont Marx fait l'éloge d'ailleurs, vous retrouvez à peu près toutes les lignes quasiment des débats actuels sur le protectionnisme, sur l'impôt, sur le rôle des corporations, sur le travail libre, etc. Donc c'est aussi une philosophie qui a toujours été en réaction contre un pouvoir autoritaire, arbitraire, ou un État jugé trop puissant. Voilà. Et donc, pour commencer sur les fondements un peu philo, je dirais que l'erreur qu'on fait souvent quand on présente le libéralisme, c'est d'imaginer la liberté en opposition avec l'État. En fait, comme s'il y avait une sorte de liberté qui était un donné, et qu'ensuite ce donné, on le partageait dans un contrat social. Et ça, c'est un peu le mythe que vous connaissez tous, de l'état de nature, des philosophes du XVIIIe, qui disent, voilà, les hommes sont alors soit égoïstes, soit gentils, mais sont des espèces d'individualités qui ensuite se mettent ensemble et essayent de tracer un contrat commun. Et donc la liberté, de ce point de vue-là, elle est première, et ensuite on tisse le contrat. Or, quand vous regardez les travaux de l'anthropologie contemporaine, évidemment, c'est tout l'inverse qui s'est passé. L'état de nature, on savait bien que c'était une fiction, mais c'est plus qu'une fiction, c'est un énorme mensonge. C'est-à-dire que les communautés humaines premières, les communautés sans État d'ailleurs, ou même les communautés contre l'État, comme dit Clastres, sont des communautés extraordinairement oppressives, extrêmement soudées, où l'idée même d'individu ou d'autonomie individuelle n'existe pas. Comme dit Clastres, dans la société contre l'État, il faut être tatoué, il faut franchir un parcours initiatique pour que l'appartenance au groupe soit tellement forte qu'on ne puisse même pas avoir l'idée d'en sortir un jour. Et on ne peut se passer de l'État que quand on est attaché dans sa chair à une certaine communauté. Donc l'individu, ça a été, et la liberté individuelle, ça a été un long combat, un long développement. Et ce que je veux dire, c'est que la liberté, c'est, évidemment, beaucoup de libéraux vont hurler, le pur et dur, mais je pense que la liberté est un construit, est une construction sociale. Et que, du coup, la question que se pose le libéralisme, c'est quel système de politique publique faut-il mettre en œuvre pour que cette liberté individuelle soit la plus optimale possible, soit la plus grande possible. Et j'aimerais présenter trois, et là ce sont des hypothèses, hein, mais j'aimerais bien présenter trois systèmes possibles de l'idée libérale et de l'idée liberté, et ça va paraître un peu abstrait, mais vous verrez que de ces 3 systèmes, on découle ensuite des politiques publiques extrêmement concrètes, extrêmement terre-à-terre, mais ensuite on pourra débattre. Et d'ailleurs c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais ce think tank, c'est que derrière ces principes-là, il faut ensuite aller voir dans la réalité comment économiquement, juridiquement, socialement, ces choses-là sont possibles à mettre en œuvre. Et donc j'aimerais vous présenter trois idées de système. Le premier c'est le néolibéralisme, le deuxième c'est le libéralisme classique, et la troisième c'est, disons pour aller vite, les libertariens. Alors, sur le néolibéralisme, je pense que ça vous intéressera d'autant plus qu'on traite souvent Emmanuel Macron de néolibéral et que de toute façon c'est une expression qui traîne dans les débats publics constamment. Dès que vous dites quelque chose de politiquement incorrect, on vous dit que vous êtes néolibéral. Et j'ai souvent, enfin jusqu'à très récemment, réagi avec mépris en disant mais non, le néolibéralisme c'est une invention, aucun philosophe ne s'est jamais revendiqué néolibéral, ça ne correspond à aucun mouvement de pensée, ça ne correspond à aucune politique, c'est une fiction. J'ai eu le gros pavé de Serge Audier sur le néolibéralisme, qui est un très bon travail de recherche, assez académique, et j'avoue que j'ai changé de position. Il y a vraiment une histoire du néolibéralisme. Le néolibéralisme, il a été popularisé, ou il a été surtout affiché comme ennemi par Chomsky. Et Chomsky va retrouver les origines du mot dans le colloque Lippmann.
Et il a raison. Et le colloque Lippmann, c'est le colloque qui regroupait les libéraux à la fin des années 30, qui essayait de réinventer le libéralisme après la crise de 29. Grosso modo, le laisser-faire manchestérien avait été disqualifié par la crise de 29, et donc les libéraux se sont retrouvés juste avant la guerre, et ont essayé, et justement réfléchissaient à un néolibéralisme, c'est-à-dire une nouvelle forme de libéralisme. Et ensuite, ces gens-là, alors j'ai la liste, enfin, pas tous, mais enfin, vous voyez, c'est des gens quand même très prestigieux. Il y a Raymond Aron, chez les Français, Friedrich Hayek, von Mises, Jacques Rueff, Maurice Allais, Röpke, etc. Et effectivement, après la guerre, beaucoup se sont retrouvés dans la société du Mont Pèlerin, qui a été inconnue pendant 20 ans, mais qui ensuite a donné 2 prix Nobel à 2 ans d'écart, qui étaient Hayek et Friedman, dans les années 70, et qui effectivement a influé sur la doctrine de Reagan, qui a influé sur la doctrine de Thatcher. Et on peut dire également que Jacques Rueff, qui était un des participants du colloque Lippmann, a lui énormément influé, avec Marjolin, sur la conception des institutions européennes, qui sont effectivement des institutions libérales ou néolibérales, en tout cas fondées sur le marché et les droits individuels. D'ailleurs, je trouve que Bruxelles a toujours été pour la France, ces 30 dernières années, une force de rappel importante, à chaque fois du point de vue des libertés via la CEDH et du point de vue du marché et d'ouverture au marché via la DG Concurrence, etc. Bon, et donc il y a quand même et puis il y a les fameux Chicago Boys de Pinochet et tout ça. Et je pense qu'il y a quand même une vérité dans ce discours sur le néolibéralisme. Ça, c'est pour l'histoire. Et ensuite, sur la caractérisation, celui qui a le mieux analysé le néolibéralisme, c'est Foucault dans la naissance de la biopolitique. C'est-à-dire que si vous avez un texte à lire sur le libéralisme, ce texte de Foucault, qui pourtant n'était pas un libéral, est absolument remarquable et formidable. C'est une de ses dernières leçons au Collège de France. Et en fait, son analyse, c'est de dire en fait, le néolibéralisme est là pour maximiser, enfin créer un espace de liberté à l'individu qui maximise l'utilité collective. Donc il n'est pas là pour faire de la liberté un but en soi, mais il est là pour utiliser la liberté, pour conduire la liberté, de telle sorte qu'elle soit bénéfique au reste de la société. C'est pour ça d'ailleurs que Foucault, son texte, s'intéresse beaucoup à Gary Becker, qui est l'incarnation moderne de l'utilitarisme. Et comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça? Comment est-ce qu'on peut donner la liberté aux gens d'une manière qu'il soit utile au reste de la société? Et du coup, vous voyez que ce néolibéralisme-là, et c'était quand même très visible sous Thatcher ou Reagan, est parfaitement compatible avec un État disciplinaire et avec un État-nation assez fermé, une forme de conservatisme social. Et la mauvaise image qu'a le libéralisme en France, je pense, vient quand même de là. Et pour vous provoquer un peu, j'ai quand même le sentiment que ce néolibéralisme, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement aujourd'hui. C'est tout à fait l'idéologie que poursuit Emmanuel Macron, et que quelque part on rattrape les réformes qu'on n'a pas faites dans les années 80, on rattrape ce vent du néolibéralisme des années 80, alors que la France était à ce moment-là à contre-courant, parce que c'était Mitterrand qui était passé pas très loin d'ailleurs. Et pour vous en donner une preuve, j'ai repris le discours de politique générale du gouvernement Chirac de 86. Le gouvernement Chirac, c'est effectivement celui qui essayait de faire le néolibéralisme à la française, inspiré des idées qui traînaient à l'époque et qui étaient expérimentées dans la Manche et l'Atlantique. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises idées. Et alors, ça va vous rappeler des choses, parce que dans le programme du gouvernement Chirac de 86, il y a les privatisations. Donc on a appris aujourd'hui qu'elles étaient en cours sur ADP et d'autres. La facilitation des licenciements, donc les ordonnances travail. L'allègement de la fiscalité de l'épargne, donc vous retrouvez le plafonnement de l'impôt sur le capital. L'abolition de l'impôt sur les grandes fortunes, ça c'est pile poil ce qu'on vient de faire. L'objectif de redressement des finances publiques, l'autonomie des universités. Alors Chirac avait échoué puisque il y a eu vous savez, vous vous rappelez la mort de Oussekine, voilà. C'est quoi son prénom, j'en sais plus. Malik Oussekine, voilà, qui avait stoppé ça. Mais enfin, c'était quand même au programme. La sélection des étudiants. La poursuite et l'approfondissement de la construction européenne, ce qui est normal dans un cadre néolibéral. Le contrôle strict de l'immigration. Et le déploiement d'un arsenal sécuritaire pour lutter déjà contre le terrorisme. Et même la réorganisation de l'audiovisuel public. Vous voyez qu'on est quand même très proche. D'ailleurs, si on compare la formulation même, les expressions utilisées dans les deux discours de politique générale, celui de Chirac en 86 et celui d'Édouard Philippe en 2017, on est très proche. Alors je les cite.
Jacques Chirac, 86, il s'agit dans une conception moderne de la liberté réelle, de rendre aux hommes et aux femmes de ce pays le pouvoir de conduire leur vie. Édouard Philippe. Nous savons aussi que chacun aspire à notre époque à plus de liberté, liberté de choisir sa carrière professionnelle, liberté de créer, liberté d'entreprendre. Et selon moi, c'est une liberté, d'où la réforme de SNCF, le droit du travail, etc. Mais c'est quand même une conception de la liberté qui est toujours, vise toujours à optimiser, encore une fois, le bien commun, expression d'ailleurs qui est très utilisée, trop utilisée ces derniers temps. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant un deuxième système, tournant aussi, lui aussi autour de la liberté individuelle, et qui est grosso modo ce que nous poussons avec Génération Libre. Et disons rapidement que ce système, c'est la réhabilitation du libéralisme classique, centré sur l'idée du libre choix individuel. Et donc, au lieu de se demander comment l'individu peut apporter quelque chose au groupe, on se demande comment est-ce qu'on peut faire pour que l'individu ait le plus de choix possible et puisse les faire de la manière la plus informée possible. Et si on obtient ça, alors peu importe la croissance, la santé publique, etc. Ce qui est important, c'est que chacun puisse faire ses choix. Par exemple, peu importe que chacun, on va reparler du cannabis sans doute, mais même on peut parler des autres drogues, peu importe que la santé, la consommation de drogue se fasse au détriment de la santé publique, à partir du moment où on est certain que cette consommation se fait de manière éclairée, informée. Et là, il y a un rôle de l'État, naturellement, il y a un rôle de l'État dans cette philosophie-là, mais le rôle de l'État est uniquement de s'assurer, de donner à l'individu les moyens de son autonomie. Bon, et ça, pourquoi je dis que c'est le libéralisme classique? Parce que c'était quand même tout à fait la doctrine des révolutionnaires de 89. Et notre déclaration des droits de l'homme, que certains voudraient d'ailleurs émonder, je ne sais pas si vous avez vu cette tribune absolument scandaleuse publiée dans Le Monde il y a 15 jours, mais nous allons réagir sur le bien commun, signée par toutes sortes de gens qui voulaient limiter le droit de propriété et la liberté d'entreprendre au bien commun dans la Constitution, signé Antoine Lyon-Camp. Donc des grands juristes qui sont en train de pousser cette idée, faites très attention. Et c'est très lié d'ailleurs à la responsabilité sociale de l'entreprise, mais on y reviendra. Donc, ces premiers révolutionnaires, ceux de la Convention, à chaque fois qu'on fait des travaux dans le think tank, on retombe quasiment automatiquement sur ces textes-là. Qui simplement, si on les appliquait aujourd'hui, vous donnerait une société contractualiste. Des gens qui pensaient qu'à partir du moment où le consentement était là, où l'individu faisait un choix éclairé, eh bien, le rôle de l'État, c'était de s'assurer que le contrat était valide, de garantir la propriété et basta. C'est pour cela qu'à l'époque, il était inimaginable de distinguer liberté économique, liberté sociale, liberté politique. Tout ça faisait un tout. C'était toujours donner du pouvoir à l'individu contre les privilèges des corporations et autres. Le héros d'ailleurs de cette époque, c'est pour moi, le vrai héros de la Révolution française, c'est le Chapelier. Mon prénom m'échappe tout d'un coup. Isaac. Isaac, merci. Isaac Le Chapelier. Breton en plus. Et donc, Isaac Le Chapelier, vous le connaissez par la loi de 91, celle qui abolit les corporations et qui d'un trait de plume dit chacun est libre d'exercer le métier de son choix. On en aurait bien besoin de cette loi aujourd'hui. Mais c'est aussi celui qui, pour les mêmes raisons, était président de l'Assemblée nationale lors de la nuit du 4 août et de l'abolition des privilèges. Et c'est aussi lui qui a proposé à Robespierre d'abolir les partis politiques. C'est là d'ailleurs que sa carrière a pris fin. Et c'est toujours la même idée, c'est de dire, bon, il y a des privilèges d'ordre sociaux, c'est les nobles, on met tout le monde sur un pied d'égalité. Il y a des privilèges d'ordre économique, c'est les corporations. La Révolution était en grande partie un vent de révolte contre les corporations. Les gens qui ne pouvaient pas, vous savez que Colbert a exécuté les gens qui exerçaient un métier sans y être autorisés. Enfin, il les faisait exécuter. Donc, liberté, privilèges sociaux, privilèges économiques, et puis le dernier, c'est en fait les privilèges politiques, qu'il voulait abolir aussi en disant nous avons besoin d'un État pour construire une société de liberté fondée sur le contrat, mais nous avons besoin d'une relation directe entre l'État et l'individu sans intermédiaire. Vous voyez, comme effectivement, c'est une philosophie qui refuse, qui déteste l'intérêt intermédiaire, le corps intermédiaire. Et d'ailleurs, qui a rétabli les corps intermédiaires dans ce pays? C'est Vichy. Enfin, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Et donc, tout ça, ça ne venait pas de nulle part, comme toujours, l'histoire des idées. Ça venait de Sieyès, qui était lui-même associé avec les physiocrates. Et Sieyès, qu'est-ce qu'il écrit dans son livre? Son fameux pamphlet sur le tiers-État commence par un éloge du libre-échange, on l'oublie parfois, et c'est encore une occasion de vous dire que les libertés économiques, sociales et politiques étaient inextricablement liées à l'époque. D'ailleurs, ce combat se faisait évidemment par-delà ou en deçà du combat droite-gauche, puisque la distinction entre droite et gauche n'était même pas encore apparue, puisqu'elle est apparue quand il y avait des questions du veto sur la mort du roi.
du veto du roi, du pouvoir de veto du roi. Et que donc, j'ai perdu mon fil, voilà, et que Sieyès écrivait dans cet ouvrage, l'État est au centre, le soleil, et l'individu est sur un cercle autour, les points sont à égale distance du centre qu'est l'État. Donc pas d'intermédiaire entre l'État et l'individu. Ce que Marx avait très bien compris dans la Révolution française, puisque dans la question juive, il explique que le but de la Révolution française, c'est de faire de l'individu une monade. C'est ce terme leibnizien qui veut dire une sorte d'ensemble autonome, indépendant, autosuffisant. Et c'est évidemment ce que Marx détestait dans la Révolution française, parce qu'il considérait que c'était au détriment de la solidarité entre les êtres humains. Mais moi, c'est ce que je trouve de beau dans la Révolution française, c'est ce qu'elle individualise, et qu'elle donne à l'individu une autonomie quasiment totale. C'est pour ça d'ailleurs que la Révolution française avait légalisé le divorce. Il faudra attendre divorce par consentement mutuel, il faudra attendre les années 70 pour rétablir, après que Napoléon a introduit son code civil liberticide. Donc les révolutionnaires disent, à partir du moment où il y a consentement, tout peut se faire, dans le domaine économique comme dans le domaine de la vie privée. Et c'est pour ça que j'avais baptisé un peu, dans un livre précédent, cette philosophie générale, en empruntant un terme de l'historien Pierre Rosan-Vallon sur justement l'histoire de France et l'histoire de l'État en France, le jacobinisme libéral, dans la mesure où il laisse une place très importante à l'État, un État qui n'est pas là pour organiser, qui est là pour garantir que le contrat est valide pour l'élite. Et bon, donc, si on applique ça, si on applique cette philosophie un peu basique, contractualiste aujourd'hui, ça vous donne quand même beaucoup de choses assez, et c'est un peu ce qu'on fait nous dans les débats quotidiens, ça vous donne beaucoup de choses assez tranchantes par rapport à l'état actuel de la législation française. Donc je vais en passer quelques-unes en revue, qui sont des sujets sur lesquels on a travaillé, dont on pourra parler à volonté si vous le souhaitez. D'abord, ça construit évidemment une philosophie cohérente, mais qui sur le plan social et sociétal semble de gauche, et qui sur le plan économique semble plutôt, et encore, parce que maintenant c'est plus trop, de droite, qui fait que notre leitmotiv au think tank, c'est de réconcilier les économistes chauves et les juristes barbus. Parce que fondamentalement, ces gens-là pensent la même chose, mais simplement ils sont sociologiquement, culturellement éloignés. En fait, quand ils commencent à penser au domaine de l'autre, ils se rendent compte que le raisonnement, ils font exactement les mêmes raisonnements, sans se connaître, et qu'il suffit de les décliner à des sphères qui n'ont pas l'habitude de se rejoindre. Donc ça nous donne, bon, sur la lutte contre les corporations, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il en reste quand même beaucoup. Nous, on avait sorti des rapports sur l'oligopole bancaire, parce que c'est le rôle des libéraux de s'insurger contre le capitalisme de connivence français, qui est quand même encore extrêmement ossifié, et dont on n'entend plus beaucoup parler, alors que pourtant la lutte contre les rentes avait été une partie importante et séduisante du discours d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Et là-dedans, vous avez le statut de la fonction publique. Comment taper sur les cheminots alors que les hauts fonctionnaires peuvent toujours partir dans le privé, tenter leur chance à monter une start-up et revenir au Conseil d'État pour toucher leurs 10 000 euros. C'est inexplicable, c'est pas audible. Il faut remettre en cause l'ensemble. Vous ne pouvez pas remettre en cause des privilèges les uns après les autres en commençant par ceux des petits. Si l'idée c'est de créer justement un terrain d'égalité, à ce moment-là, il faut qu'il soit le même pour tous, qu'il n'y ait plus de statut nulle part. Et qu'en plus, ce sont les fonctionnaires sous statut, les hauts fonctionnaires sous statut, qui préparent ce genre de réforme. Pour moi, c'est impossible. Bien sûr qu'il faut supprimer le statut des cheminots, mais il faut commencer par supprimer le statut de ceux qui préparent la fin du statut des cheminots. Alors, bon, mais ça nous donne aussi d'autres choses. Ça nous donne sur le droit de la famille, par exemple. On vient de sortir un livre dans une collection avec les PUF, on vient de sortir un livre avec un juriste que j'aime beaucoup, Daniel Bourreillot, qui s'appelle La famille par contrat, et qui dit en fait exactement la même chose, mais côté sociétal. Il dit la famille doit être parfaitement libre. Vous devriez avoir la possibilité, c'est aberrant de devoir se marier sous le portrait du président de la République. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est fou, vous avez un officier d'état civil qui, au nom du président de la République, et sous son onction, vous marie, alors que c'est vraiment une affaire privée, non? Vous ne trouvez pas normalement? La seule possibilité pour l'officier d'état civil de procéder à un mariage en dehors des locaux de la mairie, c'est en cas de mort imminente d'un des deux époux. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes sur le mariage homosexuel, alors qu'en Angleterre, c'est passé comme une lettre à la poste. Pas parce que les Anglais sont plus ouverts ou progressistes, parce qu'en Angleterre, le contrat, c'est un mariage que vous pouvez conclure au pub avec un avocat qui certifie que le contrat est valide.
Donc à partir du moment où c'est contractuel, où c'est entre deux personnes, le fait d'étendre ce droit à d'autres ne change absolument rien à l'organisation sociale. Or en France, comme ça a été médié par l'État, dans le code civil napoléonien, que le mariage est donc une structure qui est aménagée par un tiers, l'État qui reste important, du coup quand vous en changez un bout, vous changez l'organisation sociale elle-même, et c'est pour ça que ça crée des tensions qu'on a vues. Donc, dans un dispositif libéral, et finalement très proche encore une fois de ce qui avait été imaginé en 1790, la famille est parfaitement libre, vous pouvez contractualiser à 2, à 3, à 4, comme vous voulez, à partir du moment où tout ça est bien rédigé en droit. Et puis, il va un peu plus loin, c'est-à-dire, et du coup, la filiation devient elle-même purement conventionnelle, comme en droit romain. Et donc, finalement, vous adoptez vos propres enfants. Ce qui veut dire que PMA, GPA, il n'y a plus aucun problème. Vous, à partir du moment où ce sont des actes libres et consentants de la part des mères porteuses, des mères d'intention, des donneuses, des donneurs, etc., chacun fait son propre petit schéma. Voilà. Et les seules obligations d'ordre public qui restent là-dedans, c'est évidemment les obligations liées à la personne mineure. Et donc, ça va être de fournir une bonne éducation, de prendre soin de l'enfant, etc. Et vous enlevez tout le reste, vous enlevez l'ordre public du droit de la famille. Bon, sur les drogues, donc j'y ai fait allusion. Bon, le cannabis, si vous voulez, c'est un sujet facile, en un sens, parce que d'abord un tiers de la population a fumé, donc un tiers d'entre nous dans cette salle, enfin dans cette salle en l'occurrence peut-être 2 tiers, est passible d'1 an d'emprisonnement. Voilà, donc vous voyez bien que quand même le droit n'est pas très adapté. Et surtout, bon, l'idée derrière tout ça, c'est que, bien sûr, comme toujours, une fois que vous légalisez un marché, parce que vous considérez que le droit n'a pas à faire la morale, le droit a laissé les possibilités, mais du coup c'est plus dur, parce que du coup le régulateur doit ensuite s'assurer que le produit est sain, que les conditions d'hygiène sont respectées, que la concurrence est loyale, que le dosage est conformément, comme au Colorado, hein, vous avez décomposé votre produit par unité de 2 mg de THC. Voilà, donc il y a tout un travail de régulateur qui est beaucoup plus difficile à faire que la prohibition pure et simple. On pourra en parler, donc on a publié encore une fois des rapports qui vont plus loin dans les détails techniques, économiques, de santé publique, etc. Mais là je brosse un peu pour que vous voyez que cette logique, cet ADN libéral, s'applique absolument à tous les sujets. Faites l'expérience après, donnez-moi des sujets que je ne connais pas forcément, j'aurai un réflexe, ce sera un réflexe idéologique. Après, je pourrais sans doute, en comprenant mieux le sujet, nuancer mes propos, mais c'est très important d'avoir ce réflexe, parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils en ont des réflexes. Simplement, ils sont implicites, ils ne les comprennent pas, et c'est généralement pas des réflexes libéraux. Alors, donc, sur la liberté d'expression, alors, on est en plein dans le sujet, puisque aujourd'hui même, je tweete quelque chose de pourtant assez bénin sur un discours de Mélenchon, enfin, peu importe, et quelqu'un me signale que mon tweet a été effacé parce que le contenu est sensible. Alors qu'en plus, je ne l'agressais pas. Et je pense qu'il faut faire très attention, parce qu'on rentre, que ce soit par l'autorégulation des plateformes poussées par l'État, ou par la régulation directe qu'on voit apparaître avec les lois fake news, avec... bon, puis on a déjà tout un arsenal que je conteste, les lois Pleven, les lois Guesso et tout ça. Vous êtes contre-productif, vous attisez au contraire la violence, la haine, etc., parce que les gens ne peuvent pas l'exprimer. Et il faut admettre que dans une société fondée sur le libre choix et la rationalité, il faut pouvoir tout dire pour pouvoir tout réfuter. Il faut pouvoir écouter Dieudonné, il faut pouvoir écouter les racistes, il faut pouvoir écouter les cons. Comme disait de manière très intelligente Jamel Debbouze, laissons parler les imbéciles, parce que les imbéciles, ils sont très faciles à réfuter. Il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est extrêmement facile d'être sur un plateau contre un raciste et de lui montrer qu'il a tort. En revanche, si le juge intervient derrière, vous le victimisez et vous le privez d'un droit. Et vous privez aussi, comme dit John Stuart Mill, qui a écrit le plus beau texte sur ce sujet, vous vous privez aussi du côté très vivant de la vérité. C'est-à-dire si la vérité devient répétitive et n'est plus confrontée à son contraire, elle devient ce que John Stuart Mill appelle un dogme mort. J'adore cette expression. Et donc contester la vérité, c'est pas seulement essayer de la modifier, mais c'est aussi lui redonner sa signification. Bref, ça aussi on pourra en parler. Pour vous dire, vous voulez, mais c'est la même chose. Hein. Il faut voir quand Jean Bobéro explique qu'il faut retourner à la laïcité originelle, qu'il emploie, lui, qui est pourtant un sacré gauchiste, l'expression de libéral,
pour désigner la laïcité de 1905, qui c'est exactement ce qu'il fait. Et donc la laïcité de 1905 n'interdit en rien l'expression des croyances dans l'espace public et ne distingue en rien l'espace public de l'espace privé. Ça, c'est la réinvention des années 90 qui transforme la laïcité, qui intègre à la laïcité un aspect anticlérical, contre l'islam évidemment. Et c'est là que vous attisez la tension. Je pense qu'il est d'autant plus possible de faire une critique des religions sur le plan civil que vous les laissez s'exprimer de manière totale sur le plan politique et légal et institutionnel. Bon, alors dans le même état d'esprit, bon, je ne vais pas tout vous faire parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps, mais enfin, en 2 mots, évidemment, on va être à la fois, on fait des travaux contre la surveillance d'État, donc vous savez, aujourd'hui, on a une requête en excès de pouvoir au Conseil d'État contre le méga fichier, vous savez, qui intègre tous les fichiers avec des éléments biométriques, carte d'identité et passeport, et qui d'ailleurs pose les jalons de ce que Gérard Collomb a annoncé il y a quelques jours, je crois, que ce serait un futur dispositif de reconnaissance faciale, comme chez les Chinois, ce qui est absolument l'enfer pour moi. Parce qu'il faut laisser, comme disait Jean Foucault, dans la société, des parts d'illégalisme, des parts d'anonymat. C'est normal que tout ne soit pas toujours légal. Si vous vouliez que tout soit toujours légal, parce que vous allez tout reconnaître et vous allez tout identifier, à ce moment-là, il faudra accepter que vos données de conduite soient directement envoyées, non plus directement au constructeur, ce qui est déjà assez scandaleux comme ça, mais directement à la police. Qui acceptera ça? Bien sûr qu'il y a des moments où vous dépassez un petit peu la limite de vitesse. Bien sûr que tout le monde triche un peu avec le droit. C'est important de reconnaître ces zones d'illégalisme. Une société binaire, une société morte. Bon, et ça vous donne au niveau de l'organisation politique quelque chose quand même de très décentralisé. Nous, on est très amis avec les Corses, avec les autonomistes corses. Je pense que c'est important de construire une Europe où il y a des grands droits, et des grands droits du marché, des grands droits individuels définis à un niveau impérial, sans sentiment forcément d'appartenance émotionnelle, ce que Habermas appelle le patriotisme constitutionnel, et que derrière ça, vous avez des ensembles gérés par la subsidiarité à un niveau beaucoup plus local, et qu'entre deux, l'État-nation en perd peu à peu sa raison d'être. Et donc cette conception de l'Europe, conception à la fois très, bon alors là pour le coup girondine, vous donnez beaucoup de pouvoir au local, vous donnez surtout le pouvoir fiscal au local. Parce qu'aujourd'hui, on fait la décentralisation politique sans faire la décentralisation fiscale. C'est quelque chose qui vous paraît incohérent. C'est tout le sujet de la taxe d'habitation. Évidemment que les élus sont irresponsables quand ce n'est pas eux qui lèvent l'impôt et qui décident des taux. C'est le cas de 50% des impôts locaux. Quand les impôts sont décidés par Paris, l'élu n'a qu'une incitation, c'est de dépenser le plus possible pour faire plaisir à celui, au contribuable, à son administré, qui ne paye pas en retour, puisque tout ça a été digéré dans la grosse machine des dotations territoriales. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est redonner un lien direct, politique, responsabilisant, entre l'impôt et la décision. Et donc, donner aux collectivités un pouvoir fiscal réel, sur le taux au moins, voire sur l'assiette. Voilà, et vous pouvez faire ça dans un cadre européen, mais du coup, ça ne sera pas une Europe de la convergence. Et vous voyez, autant je suis très européen, l'idée de souveraineté européenne, je trouve ça intéressant, que d'ailleurs Macron la porte courageusement, pour le coup. Mais quand il l'associe à l'idée de la convergence fiscale, sociale et réglementaire, il dit c'est pas obligatoire. Vous pouvez imaginer une souveraineté européenne avec des ensembles très décentralisés, vous n'êtes pas obligé d'imaginer une Europe uniforme sur le modèle de l'État français, qui est quand même ce qui est en train d'être proposé aujourd'hui. Et que les Nordiques refusent à juste titre. Et donc, toujours en parlant de l'organisation politique, évidemment, ça vous donne un système où le pouvoir législatif est premier. Là, sous la Révolution française, les ministres venaient prendre leurs indications, leurs consignes au Parlement, qui décidait, c'était des exécutants, c'était le pouvoir exécutif exécuté. Comme c'est encore le cas en Suisse aujourd'hui. Et donc, jamais un ministre n'aurait dit « j'ai un programme, j'ai une idée ». Absurde. Les idées, c'est les gens qui les ont, c'est le Parlement. Et donc quand même aujourd'hui, bon, la 5e République a été construite contre le pouvoir législatif, et d'ailleurs pas tellement en 58, mais surtout en 62, quand il y a eu le référendum sur l'élection du président au suffrage universel, qui était considéré à l'époque comme une sorte de mesure autoritaire néofasciste. Hein.
les constitutionnalistes de l'époque étaient vent debout. Tous les partis politiques étaient contre. C'était un truc grave à l'époque. C'était vraiment le retour du bonapartisme. Et je rappelle, on avait fait des conférences avec des historiens de la Troisième République, que la France a quand même vécu un siècle entier dans un régime parlementaire qui a fait énormément de choses, qui a traversé une guerre mondiale et qui a fait la décolonisation. Donc on n'est pas obligé d'avoir la figure du monarque. Alors ça, je sais que ça a été théorisé par le grand chef, mais précisément, je pense que c'est reprendre le discours classique de la Cinquième, le magnifier d'ailleurs aujourd'hui, puisque quand vous ajoutez à l'élection du président de la République au suffrage universel le quinquennat, l'inversion des calendriers, plus maintenant des députés quand même grosso modo assez inexpérimentés, vous avez un pouvoir plus centralisé que jamais. Et du coup, c'est pas étonnant si les gens font la fête à Macron dans la rue, parce qu'ils n'ont qu'un interlocuteur. C'est celui qui fait à peu près toutes les décisions. Et les journalistes n'ont qu'une figure de référence. Et ça, c'est institutionnel, c'est pas une question de caractère ou de culture. Je pense pas que les Français soient plus monarchistes que d'autres. Voilà. Et donc, je vais juste passer maintenant, parce que vous avez promis 3 systèmes. Donc, le premier, c'est ce néolibéralisme dont je pense qu'on est en train de rattraper aujourd'hui, qui était celui des années, le tournant qu'on n'a pas pris des années 80. Le deuxième, c'est ce contractualisme d'origine classique révolutionnaire, qui, si on l'appliquait aujourd'hui, changerait quand même beaucoup de choses, tous les éléments dont on vient de parler. Et puis le troisième, c'est pour rêver un peu. Vous savez, Hayek déplorait qu'il n'y ait pas d'utopie libérale. Alors bon, quelle serait une utopie libérale? Quelle serait si on sortait un peu des contraintes politiques, économiques, sociales? Quel monde on pourrait rêver? Et là, j'aimerais appeler sur scène un concept sur lequel je vais me concentrer dans les années qui viennent, qui est la propriété de soi. Vous savez, aujourd'hui, en droit, le sujet est indisponible. Et depuis le droit romain, vous avez une distinction entre le sujet et les choses. Les libertariens, depuis les années 70, et en s'inspirant de Locke, poussent la notion de self-ownership, propriété de soi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas propriétaire de vous-même. Les féministes vont vous dire « mon corps m'appartient », mon corps ne m'appartient pas. On peut estimer qu'on a la disposition de son corps, mais certainement pas la propriété. Ce qu'il y a ni en Europe d'ailleurs, ni aux États-Unis. Et ça, ça pouvait fonctionner dans l'ancien monde, si je puis dire, mais la rupture technologique nous force à poser ce sujet par les data et par la bioéthique, par les biotech plutôt. D'abord par les data. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais nous, on a fait un rapport très, très libéral d'esprit, plaidant pour une propriété privée des données personnelles. Disant, finalement, la propriété privée a toujours été conçue comme un moyen d'émancipation individuelle. Ça a été les paysans, les serfs, qui se sont débarrassés de la tenure et qui ont acquis, encore sous la Révolution, une véritable propriété du sol. Contre les féodaux, ça a été les auteurs, contre les copistes, ça a été les inventeurs, contre ceux qui reproduisaient simplement leurs inventions, c'est le droit de propriété intellectuelle, ou le droit d'auteur. Leur propriété a toujours évolué avec les ruptures technologiques. On va dire, attention, on va redonner le fruit de ces travaux, des efforts, à ceux qui les ont faits. Et aujourd'hui, me semble-t-il, on est dans cette même situation néo-féodale avec nos data. C'est-à-dire qu'on est comme des serfs, je ne fais pas tout le discours, mais on est comme des serfs qui recevons des services gratuits, protection contre la guerre, utilisation du moulin et du four, et en échange donnons toute notre production, c'est notre production de data aux plateformes. Et donc donner non pas simplement une protection formelle, juridique, comme c'est le cas aujourd'hui, mais un droit de propriété patrimoniale véritable sur ces data, permettrait d'inverser le rapport de force avec les grandes plateformes et de résoudre un certain nombre des problèmes que le numérique pose aujourd'hui. Je pourrais développer ça, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu à peu près 15 débats avec la présidente de la CNIL, qui n'est pas d'accord, et sa première réflexion, la première fois que j'ai émis l'idée qu'elle connaît, c'est une idée qui date d'il y a une dizaine d'années, comme on disait sur le parcours des idées, une idée qui est venue aux États-Unis sous la plume de Jérôme Lanier, qui circule maintenant, qui repart, qu'on a fait renaître en France. Voilà, c'est comme ça qu'au final, on arrive à quelque chose. Bref, et donc elle m'a dit, si on fait ce que vous dites, on va finir par vendre son rein. Alors, bon, c'est jamais très agréable d'être comme ça pris en traite dans un débat, mais c'était pas complètement idiot. Parce que, effectivement,
beaucoup de juristes vous disent, oui, mais les données personnelles ne doivent pas être objets de commerce. Bon, elles le sont déjà par ailleurs, donc c'est une sorte de déni économique, mais admettons, ne doivent pas être objets de commerce parce qu'elles sont l'émanation de soi, sa personnalité, d'ailleurs pour ça ce sont des données personnelles. Or, le soi en droit est indisponible, hein, il n'est pas objet de commerce, on ne peut pas le vendre, on peut vendre ses cheveux, remarquez, il y a des sites d'ailleurs, c'est marrant, on conseille d'aller regarder. Mais on ne peut pas vendre son rein, aux États-Unis non plus. Donc, quelque part, vendre ces datas, c'est considérer que ce qui fait le soi est patrimonial. Et je pense qu'on va devoir accepter ça. Et du coup, repenser l'ensemble de nos structures sociales sur l'idée non pas du sujet indisponible, mais de l'être propriétaire de lui-même, avec du coup une nuance de droit qui peut inclure les robots, les animaux et tout ça. Et donc vous voyez que sur les biotech, c'est exactement pareil, c'est qu'aujourd'hui, l'idée de l'indisponibilité du sujet vient clasher complètement avec la brevetabilité du vivant. C'est des sommes colossales qui sont en jeu. Et que à qui appartient tout ça, ces cellules, cet ADN, cette peau, cette lymphe, tout ce qu'on trafique maintenant quotidiennement, devient un enjeu majeur. Et je pense non seulement un enjeu économique, mais aussi un enjeu de liberté. Bon, et évidemment, politiquement, si vous pensez le contrat social à partir de la propriété de soi, comme le font les libertariens depuis les années 70, vous arrivez à des systèmes tout à fait nouveaux, où là, pour le coup, là, vous essayez peu à peu d'éliminer l'État comme tiers. Notamment sur ses fonctions régaliennes, telles que la monnaie ou le cadastre. Il y a deux grandes fonctions régaliennes, c'est bien la monnaie ou le cadastre. Aujourd'hui, les inventions comme la blockchain, je ne veux pas trop en faire sur la blockchain, parce que je sais qu'on y met à toutes les sauces pour sortir des difficultés, mais enfin, pourrait ôter à l'État son rôle de tiers de confiance sur un certain nombre de domaines majeurs, tels que la monnaie, où vous savez comment ça marche, du coup le contrôle et surtout la vérification serait complètement décentralisé. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut marcher, mais je comprends qu'on entrerait dans un monde complètement différent, avec effectivement plein de structures autonomes, de gens qui construisent leurs propres lois, c'est-à-dire leurs propres codes, sur des domaines différents, avec des géographies différentes, puisque vous pouvez vous associer partout dans le monde pour faire de la monnaie ou du cadastre décentralisé, et que du coup, vous ne devez pas accepter toutes les lois d'un État empilées comme ça parce qu'il se trouve que vous habitez là, mais vous construisez vous-même vos systèmes d'appartenance légaux, suivant les chaînes auxquelles vous appartenez, et suivant en fait les monnaies, s'il y a des ICO, suivant les monnaies que vous utilisez. Alors, c'est très utopique, mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, la 5e puissance mondiale, qui n'est pas la France, la 5e puissance économique mondiale, qui n'est pas la France, mais la Californie, comme vous le savez, est en train de développer, à côté de l'innovation technologique, cette idéologie libertarienne, au point que, c'est un projet auquel je participe, certains essayent de construire, alors soit d'envoyer des gens sur Mars, soit de manière plus sympathique, de construire des îles en eau internationale, ou des îles, disons, hors droit des États-nations, où on puisse reconstituer des sociétés entièrement nouvelles. Parce qu'il n'y a plus de fuite aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de... Ce que disait Paul Valéry, il dit on a beaucoup perdu quand on a perdu les espaces de fuite. Jusqu'au XXe siècle, on pouvait toujours fuir quelque part. Il y a toujours un endroit dans le monde où il n'y avait rien, il n'y avait pas de loi, c'était des défricheurs, on pouvait recommencer. Aujourd'hui, tous les territoires sont quadrillés. Tous les territoires sont sujets à la régulation. Et c'est quelque chose d'un peu claustrophobique, quelque part. Et donc, il y a des gens qui disent, bah non, il en reste un, c'est la mer. Et donc, c'est sur la mer qu'on peut reconstituer l'équivalent du Far West. Bon, alors, je ne dis pas encore, je ne sais pas comment ça va réussir, mais je dis que c'est non seulement aujourd'hui, c'est une utopie sympathique, mais c'est une utopie derrière laquelle il y a beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens, plutôt aujourd'hui dans le, disons, au top de la production de valeur, qui s'investissent. Bon. Voilà. Alors, donc vous voyez les trois plans que j'ai pris. Alors, pour les illustrer, donc moi je dirais, et les trois plans correspondent à certaines visions du libéralisme, moi je dirais qu'aujourd'hui Macron fait le plan 1, que nous dans nos travaux, on est sur le plan 2, et que de temps en temps on se permet d'être un peu futuriste et de glisser vers le plan 3. Alors je vais décliner juste 4 sujets très contemporains, très dans le débat,
sur ces 3 plans pour illustrer. C'est peut-être un peu artificiel, mais comme ça vous verrez l'esprit. Alors d'abord, je vais commencer par la polémique sur les minima sociaux. Donc, discours, il y a trop de minima sociaux. Que faire? Et le discours actuel, pour moi, qui est le discours donc, néolibéral, comme on a dit, c'est réduire les minima sociaux et inciter au travail. Et on a bien vu ça d'ailleurs dans la catastrophe qui est devenue l'assurance chômage universelle, qui était censée être une assurance chômage pour tout le monde, qu'on soit indépendant, qu'on démissionne, etc. Et quand vous regardez les textes qui sont en train de sortir, c'est un truc hyper réduit, bourré de critères, et dont l'objectif est d'inciter au travail et à la reprise d'emploi. Donc c'est un monde qui est construit autour de la valeur travail, qui reste construit autour de la valeur travail. Donc, la deuxième conception, et donc vous voyez bien pourquoi, parce que c'est cette idée que la liberté doit participer à l'utilité publique. C'est exactement ça. Si on vous donne un peu de minima social, c'est pour que, quelque part, vous contribuiez. Soit maintenant, soit après. Alors, la deuxième option, dans un monde contractualiste, c'est de concevoir le minima social, et c'est évidemment celui sur lequel on a beaucoup travaillé, sur le mode friedmanien du revenu universel ou de l'impôt négatif. En disant, bon, faut simplement assurer à l'individu le petit socle nécessaire pour son autonomie, pour sa capacité finalement à contracter dans une société, donner de quoi être lui-même dans le marché, c'est-à-dire plutôt que de fausser le marché pour lui donner des services gratuits, lui permettre de les acheter au prix réel. Donc cash is freedom, c'est ce que dit Friedman dans Capitalisme et Liberté, dans son passage sur l'impôt négatif, c'est-à-dire le revenu universel. Et donc la manière la plus intelligente d'éliminer la pauvreté sans paternalisme, c'est en fait de donner ça à tout le monde. C'est contre-intuitif, mais c'est que du coup, vous éliminez les critères et la conditionnalité. Et quand vous éliminez la conditionnalité, vous éliminez les contraintes et les contrôles. Et aujourd'hui, on pourra en parler si vous voulez, j'ai pas le temps, mais aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe avec le RSA, c'est un univers absolument terrifiant, l'univers du RSA. C'est un univers où les gens ont peur, où ils ont peur de le perdre. Il y a des procès pour injus du RSA, où ils doivent rembourser 333 € parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, ils étaient en couple avec quelqu'un d'autre qui touche le RSA, et que donc leur RSA est familialisé. Qu'est-ce que ça veut dire être en couple? Donc il y a des gens, des juges qui vont vérifier si les brosses à dents sont dans le même verre, ou s'ils sont simplement cohabitants. Donc on va jusqu'à demander si les gens couchent ensemble véritablement. Et puis, il faut toujours le redemander, on a peur de le perdre. Si on accepte un petit job qui n'est pas un CDI ni un CDD, ce qui est la majorité de ceux qui sont RSA, ben ensuite on perd le privilège du RSA, donc ensuite il faut le redemander. Tout ça est stressant et tout ça en fait empêche les gens de reprendre une activité. Donc l'idée c'est d'enlever la conditionnalité, c'est ça qui est le plus important. D'ailleurs, on ne vous demande rien en échange, et d'ailleurs tout le monde l'a, donc ça n'a rien d'humiliant ou de stigmatisant. C'est aussi des gens qui le refusent par fierté. Vous connaissez les chiffres, on tient 1/3 et 2/3 de non-recours au RSA. Alors, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a fait, je pense, les rapports les plus complets et surtout les plus pragmatiques sur le sujet. Pour aller vite, on considère que c'est faisable en l'état actuel des finances publiques et des dépenses publiques sans augmenter ça d'un centime, et en l'état actuel de la redistribution. Grosso modo, les sommes, les masses sont là. Profitons d'avoir une redistribution aussi forte pour changer les tuyaux, avec la même somme, le même flux d'argent, construire un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus libérateur et beaucoup plus innovant. Vous savez que c'est un sujet partout dans le monde, parce que c'est un sujet qui coïncide non pas avec la fin du travail. Je pense que l'association Revenu Universel Fin du Travail, qui a été malheureusement portée par le candidat socialiste il y a 1 an, est une association qui en fait est inspirée de la Silicon Valley et des discours de Rifkin, qui n'a rien de socialiste, mais est une inspiration à la fois fausse sur le fond, parce que je ne pense pas que le travail disparaisse, et moralement tout à fait discutable, pour en reparler. Que donc il faut associer le revenu universel non pas avec la fin du travail, mais d'abord avec la liberté, la possibilité de, si on veut que l'individu ait un libre arbitre, eh bien, il faut bien lui donner la possibilité de lui faire fonctionner sa capacité de choix. Et c'est un discours libéral en sens qu'il est très positif sur la conviction que l'individu est le mieux à même de déterminer ses propres besoins. Moi j'ai été visiter un village au Brésil où via une initiative privée, il y a un revenu universel qui est implémenté depuis 5 ans. Les gens font une utilisation rationnelle et 2, une utilisation différente en fonction de chaque famille. Chacun a des besoins différents. Vous voyez
acheter des lunettes à sa fille, prendre un ticket de bus pour pouvoir travailler en ville, prendre des cours de coiffure pour... Ce sont des choses qu'aucune, pour fonder une petite boutique, ce sont des choses qu'aucune administration ne pourra jamais anticiper. Et qui vous suit tout au long de votre vie, donc qui vous permet d'entreprendre. Et dans tous les endroits où on a essayé le revenu universel, vous voyez que le taux d'emploi d'abord est stable, voire augmente, et qu'ensuite l'entrepreneuriat, évidemment, monte en flèche, puisque vous avez une sécurité qui vous permet de prendre davantage de risques. Bon, dans cette version friedmanienne, qui se traduit techniquement par un crédit d'impôt compensé par une flat tax, pour que le système soit à l'équilibre. Pour voir les détails techniques, ça vous amuse, je crois qu'il y a quelques exemplaires de notre rapport sur la table. On reste quand même dans la version 2. Maintenant, dans la version 3, celle de la libertarienne extrême. Donc la version 2, c'est une version qui dit que le revenu doit être minimum pour satisfaire aux besoins de base. La version 3, donc dans la catégorie 3 de mon discours, va plus loin. C'est la version Philippe Van Parijs, qui dit en fait qu'il faut que le revenu universel ne soit pas le minimum pour couvrir les besoins de base, il faut qu'il soit le maximum soutenable, maximum sustainable. Parce que c'est un but en soi d'émanciper l'individu, y compris du travail, de lui donner les moyens de choisir ses valeurs. Et évidemment, sustainable, c'est-à-dire dans la mesure où ce n'est pas au détriment du système d'incitation qui fait que vous avez une croissance économique, etc. Et ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est qu'elle dit finalement, c'est ce qui vous permet d'achever la distinction entre le droit et la morale. À partir du moment où chacun a de quoi vivre, et surtout vivre assez bien pour choisir ses propres valeurs, du coup, vous n'avez plus besoin de les lui imposer par la loi. Ça veut dire que d'un côté, vous légalisez complètement la prostitution, parce que vous dites, si vous avez toujours la possibilité de faire autre chose, puisque vous avez ce revenu universel. Donc, quelque part, vous avez fondé le libre arbitre en société ouverte. Et vous éliminez le SMIC, parce que pareil, si vous avez accepté un emploi mal payé, c'est que vous avez voulu le faire. Et donc vous réduisez considérablement le corpus législatif et le besoin pour le législateur de faire des lois pour prévenir que ceux qui ne voudraient pas faire quelque chose pour des raisons morales ne puissent pas le faire en éliminant la chose elle-même. Voilà, donc sur... Bon, je vais peut-être accélérer. Donc sur... J'avais deux autres exemples, mais peut-être on en parlera après, qui est l'entreprise avec ses histoires de responsabilité sociale la plus longtemps, et la ZAD. Et je prends juste un dernier exemple, alors qu'il y a l'héritage. Dans la section 1, on baisse les taxes, au nom de la fluidité du capital, ça c'est l'option néolibérale, on baisse les taxes sur l'héritage pour que le capital puisse grossir, s'accumuler. Dans l'hypothèse 2, on fait exactement l'inverse, on monte les taxes, en tant que libéral, les taxes sur l'héritage, au nom de l'égalité des chances. Et dans la version 3, qui est celle que je défends, on supprime les réserves héréditaires. On dit, bon, ce qui est important, puisque vous avez une propriété de soi et que donc vous avez la patrimonialité est tellement forte que du coup, il faut considérer que vous avez un droit sur votre cadavre après votre mort. Et de même manière, vous avez le droit de décider de la manière dont est utilisé votre argent après votre mort. Et donc, vous considérez, c'est toute l'affaire de Johnny Hallyday, qui a été testée en Californie parce qu'il y a la réserve héréditaire encore dans quelques pays méditerranéens, dont la France, vous considérez que l'héritage, vous pouvez le donner à qui vous voulez, votre argent. Et du coup, vous redistribuez spontanément mieux que l'État qui, lui, le fait par le biais de la fiscalité. Et donc cette redistribution se fait naturellement, parce que quelque part, il va falloir mériter son héritage. Je pense que la réserve héréditaire est un truc hyper structurant en France. Si vous voulez lutter contre les rentes, c'est le premier truc à supprimer. Parce que la réserve héréditaire fait que quand vous êtes né d'une famille aisée, vous êtes sûr à 100% de recevoir l'argent. À 100%. Les parents n'ont pas le droit de vous déshériter. Ça vous donne un confort inouï, même du point de vue psychologique. L'abolition de la réserve fait qu'il y a toujours ce doute. Et je pense que la plupart des gens, évidemment, vont continuer à faire hériter leurs enfants. Mais enfin, tout sera possible. On pourrait aussi donner à des fondations, à des charities, comme aux États-Unis. En France, on ne peut pas faire le Giving Pledge, où les milliardaires américains s'engagent à donner 50% de plus de leur fortune à des causes caritatives après leur mort, parce qu'on leur dit, mais je suis désolé, je voudrais bien, mais la loi me l'interdit. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est, par exemple, le ministre du budget actuel a clairement dit sur un plateau il y a quelques semaines qu'il n'était pas question de revenir sur la réserve héréditaire,
La société est structurant pour les familles. Et vous voyez comment vous êtes encore dans un schéma fondé sur la famille en tant qu'entité qu'il faut préserver et pas sur l'individu libre d'utiliser son argent comme il le souhaite. Donc la famille par contrat, par exemple, dont je parlais au début, est tout à fait liée avec cette histoire de réserve héréditaire. Voilà, et pour conclure, et nous s'étendre la discussion, j'aimerais vous mettre en garde contre la folie du bien commun, qui est une expression qu'on voit refleurir, et qui alors n'est ni néolibérale, ni libérale classique, ni libertarienne, et qui est totalement collectiviste. C'est-à-dire que toutes nos actions doivent être faites avec pour objectif le bien-être de la société, et que ça, c'est l'enfer. Et que ça se décline sur le plan de la liberté d'expression, et toutes ces espèces de responsabilités maintenant qu'ont les plateformes à s'auto-réguler, à s'auto-censurer, au nom du respect de l'autre. Spotify avait fait une... Parce que vous avez vu ça, Spotify avait fait une hate policy pour éliminer les discours haineux. Voilà, 2 jours après, les féministes ont demandé de retirer les chansons d'Eminem, qui sont sexistes. Et donc Spotify a retiré sa hate policy. Mais c'est normal dans une société... C'est normal dans une société vivante de pouvoir être agressif. Alors je pense que les 2 limites, c'est l'insulte ad hominem, c'est-à-dire la diffamation, une chose qui véritablement cause du tort à un individu précis. Mais tout ce qui est un discours qui reste d'ordre catégoriel, général, les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, tout ça, pouvoir l'exprimer sans penser à l'impact que ça aura sur le reste de la société. Parce que si vous prenez ça au sérieux, vous interdisez la moitié de la littérature française. Et ça se reflète aussi sur la responsabilité de l'entreprise, avec cette modification du Code civil contre laquelle nous allons nous battre, qui consiste à faire de l'entreprise non plus justement un lien contractuel entre individus qui décident de mettre en commun, de prendre en commun des risques et d'assumer des gains et des pertes, mais d'en faire un ensemble, une institution qui par nature devrait contribuer au bien de la société. Alors que Schumpeter vous dit bien que l'entrepreneur est méchant. Le vrai entrepreneur, le vrai disrupteur, pas le disrupteur de salon, pas le disrupteur de la French Tech financée par la BPI, mais le type d'Uber, c'est un méchant. Et c'est pour ça qu'il a fondé sa boîte. C'est un méchant, c'est un mégalo. C'est exactement ce que dit Schumpeter. Il y a un côté nietzschéen dans l'entrepreneuriat qui va à rebours de la norme sociale, au contraire. Il prend des risques contre tout le monde. Et si lui, on lui demande de respecter le bien commun, ça veut dire respecter la norme sociale telle qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire le bien commun, c'est le statu quo. Or, dans un état de droit, tout ce qui n'est pas interdit doit être permis. À partir du moment où vous respectez la loi qui, elle, est censée être là pour prévenir les externalités négatives, vous devez pouvoir faire absolument ce que vous voulez, y compris des choses médiocres, des choses qui peuvent sembler méchantes et qui finalement vont avoir un impact positif. Ou non. Voilà, et donc je vois réapparaître cette chose de bien commun sur le droit de propriété, c'est la tribune dont on parlait, sur l'entreprise et sur la liberté d'expression. Et simplement, je vous demande à chaque fois que vous entendez cette expression de vous demander si, parce qu'évidemment, c'est toujours sympathique de parler du bien commun, si c'est bien quelque chose qu'il faut, c'est pas quelque chose qu'il faut discuter. Voilà, donc j'ai fini. Et je serais très heureux de répondre à vos questions. Être fidèle à la concession de la liberté d'expression, vous pouvez aussi m'insulter, voilà, ouvrir votre cœur. Donc merci beaucoup. Merci. On va passer à un temps d'échange qui durera le temps que vous aurez des questions. Donc vous pouvez lever la main pour commencer. Même s'il était très dur avec nous, j'espère que... Enfin, en fait, vous avez là, franchement, liberté à être très très dur avec lui. Merci pour cet exposé très dense, qui complète bien ce qu'on peut lire sous votre plume ici ou là. J'ai envie de poser la question suivante, et j'ose la poser. 3 systèmes, et au fond, je n'ai pas bien compris pourquoi le système 2 et peut-être le système 3 seraient supérieurs au système 1 ou à un 4e, 5e système. Au fond, quels sont les critères explicites, implicites que vous avez en tête permettant de préférer ce système 2 et 3? À un moment, vous avez parlé de réflexe idéologique. Donc je comprends bien la cohérence, évidemment, du discours,
mais est-ce que vous pouvez élaborer, comme disaient les Anglais, ce point? Oui, c'est une très bonne question. Encore une fois, les 3 systèmes, je les ai fait dans le train là, en venant, parce qu'il paraît que ça permettait d'organiser des pensées. Donc je tourne autour, bon, c'est pas quelque chose de définitif. Et puis évidemment, vous voyez bien que ça s'imbrique et que ça marche pas toujours, et qu'il y a des réformes qui sont faites aujourd'hui qui vont aussi dans le sens du 2. Et bon. Mais je dirais que quand même, effectivement, vous avez raison, il faut se demander quelle est à chaque fois la finalité réelle. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste l'idée de pragmatisme, l'idée qu'on fait des réformes par pragmatisme, parce qu'on fait pragmatisme, c'est la méthode. Mais ensuite, Staline était pragmatique, Hitler était pragmatique, Attila était hyper pragmatique et successful. Il ne faut pas dire ce qui marche, il y a par rapport à quel critère. Et j'en reviens quand même à ce que je disais, c'est que le critère 1 du 1, c'est l'utilité. C'est optimiser. Et donc si on reprend le truc de Bentham, c'est optimiser la somme des plaisirs. Pour qu'elle soit nette, elle soit supérieure en net à la somme des déplaisirs. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose que je refuse au nom justement de quoi? Au nom en plaçant la liberté individuelle devant l'utilité. Et la capacité, comme dit, bref, la capacité d'errance, la capacité de garantir l'errance individuelle. Une conception très farouche de l'individualisme, en fait. Et je vais vous en donner un exemple très précis sur la voiture autonome. En admettant que demain, la voiture autonome soit adoptée et techniquement soit sur la route dans nos villes, va se poser le problème suivant. Dois-je interdire les gens qui volent en voiture, qui roulent, pardon, j'en ai pas encore là, mais qui roulent en voiture non autonome? Parce que clairement, ces gens-là créent un danger pour le reste du groupe. Du point de vue de l'utilité, c'est mauvais, parce qu'ils peuvent entraîner des ralentissements, des accidents, puisqu'ils ne sont pas dans le système qui, lui, optimise l'ensemble des directions et des itinéraires. Et donc, c'est là que la Chine va dire, oui, il faut interdire, bien sûr, les gens qui refusent de se connecter. Il y a une ville qui s'appelle Hangzhou, qui est la ville d'Alibaba, Brain City, où vous êtes obligé de vous connecter pour que l'intelligence artificielle de Brain City optimise l'ensemble des comportements dans la ville. Du coup, il y a moins de pollution, les gens vivent plus longtemps, il y a moins de criminalité. Mais d'un point de vue utilitariste, c'est formidable. Et je suis sûr que les gens sont plus heureux, au sens, encore une fois, du plaisir, enfin, oui, de l'intensité de plaisir qu'une vie humaine peut emmagasiner. Mais maintenant, si vous considérez qu'il y a une valeur supérieure à ça, mais effectivement, c'est un choix principiel de départ, qui est la capacité de réaliser son individualité de la manière la plus folle que possible, en prenant des routes de traverse, en laissant un élément chaotique dans le parcours individuel. À ce moment-là, vous allez au contraire faire une politique publique pour que les gens puissent continuer à conduire des voitures manuelles et obliger les assureurs à les couvrir. Et vous assumerez le fait que c'est sous-optimal pour le confort du groupe, mais quelle politique d'avoir le courage de faire ça? Mais bon, voilà, vous assumerez le fait que c'est sous-optimal, parce que vous direz que la capacité d'errance, ou le droit à la plus grande multiplicité possible de choix ou d'univers pour l'individu est supérieure à tout critère de groupe. Et c'est là que vous voyez, je pense. Puis après, il y a les histoires de propriété de soi, mais je mets ça de côté, mais je pense que c'est la grande opposition, en fait, entre ces deux versions du libéralisme. C'est opposition. On va essayer de prendre une fille, si ça vous dérange pas, je sais que c'est pas très libéral, mais est-ce qu'il y a une fille qui a une question? Oui, il tente ça. Ça marche? Oui, bonsoir. Alors, moi je voulais vous reparler de la laïcité. Et quand on parle de liberté de l'individu, moi j'ai un petit peu de mal parce que si on considère, je veux dire, que les gens sont libres de pratiquer une religion chez eux ou même à l'extérieur, bon, d'accord. Et est-ce que c'est pas favoriser quelque part le communautarisme, ce qu'on refuse en France absolument, et on a raison, enfin, à mon avis, hein,
Voilà, parce qu'on n'est pas l'Angleterre, parce qu'on n'est pas d'autres pays, on est... Voilà. Donc, je sais pas, j'ai une question là-dessus, je me pose des questions. Si vous pouvez essayer de me répondre, ça... Merci beaucoup. C'est pas le sujet sur lequel je suis plus à l'aise, pour être honnête. Et sur la question de la burqa, par exemple, le libéral est toujours un peu tiraillé entre la possibilité de mettre les vêtements qu'on veut, parce qu'il y a des gens qui sont en tongs, et moi je trouve ça encore pire. et le fait que, effectivement, c'est tellement régressif, et tellement pénible, et tellement... certains diront mignon pour la femme, mais c'est pas forcément le discours quand même de celle qui l'apporte, donc il faut faire attention. Bref, c'est pas un sujet sur lequel la position elle est facile et simple et rapide. Et c'est justement donc j'ai fait des séries de reportages avec Le Point pour essayer de creuser un certain nombre de sujets en allant voir sur différents pays ce qui se pratiquait ailleurs. Et donc c'est pour ça que vous allez voir, je vais vous répondre. Et donc sur la question des religions, j'étais en Inde et j'étais au Kerala, qui est censé être l'État ou l'endroit au monde où les religions ont toujours cohabité dans la paix et la bonne humeur depuis leurs fondations respectives. Il y a des juifs depuis Salomon, des chrétiens depuis saint Thomas, des musulmans depuis l'Hégire, des bouddhistes, des jaïns, évidemment des hindous qui se mélangent avec des proportions assez significatives. C'est 20-25% à chaque fois pour chaque groupe. Et effectivement, quand vous allez au Kerala, vous avez une synagogue à côté d'un temple, à côté d'une église chrétienne d'Orient, vous avez tout. Et j'ai été voir un peu le grand penseur du coin qui s'appelle Sashi Tharoor, qui est une grande figure indienne, puisque c'est un romancier, qui était sous-secrétaire aux Nations Unies, diplomate, grande figure du parti du Congrès, etc. Et qui écrit des livres magnifiques, d'ailleurs sur un récent là, sur la colonisation en Inde, qui m'a beaucoup appris. Bon, et donc j'ai été le voir dans sa permanence. Alors c'est tout un univers, parce que dans sa permanence, en fait, il y avait 500 Indiens qui étaient tous éclopés, qui avaient un problème administratif. Enfin, c'était un peu l'arbre de Saint-Louis. Bon, il faut attendre 2 heures, une charrette épouvantable et tout. Et à la fin, j'arrive face à lui. Je lui dis ce que je recherche. Il me parle tout d'un coup dans un français parfait, appris à Genève. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il comprenait parfaitement la culture dont je venais. Et il me dit, oui, en effet, au Kerala, les religions... alors, je sais que ce n'est pas le cas au nord de l'Inde, parce que les tensions entre musulmans et hindous, qui sont aussi dues historiquement au fait que les musulmans sont arrivés par l'épée au nord, alors qu'ils sont arrivés par le commerce au sud, enfin, passons. Mais donc, il me dit, oui, en effet, tout va bien, c'est un modèle de tolérance, et c'est le modèle de la société multiculturelle du siècle à venir. Il en fait voilà, c'est le soft power, c'est de l'Inde, c'est la tolérance. Et là, il me dit, mais attention, c'est pas du tout comme votre laïcité à la française. Il me dit, c'est l'inverse de votre laïcité à la française. Et lui, il considérait que notre laïcité était beaucoup trop répressive, trop anticléricale, et que donc, elle était vouée justement à forger un modèle unique, homogène, donc ce que vous appelez, comme vous l'avez appelé exactement, enfin l'intégration. Et que ça, c'est une idée républicaine, mais c'est pas une idée démocrate. Et c'est quand même l'idée de continuer à faire vivre dans la nation un tout homogène, culturellement, qui, même si elle est séduisante, parce que c'est finalement plus agréable de vivre dans un tout homogène, surtout quand quelque part on en fait partie et que c'est sa propre culture, c'est juste pas facile pour la majorité de dire que c'est plus sympa. Mais que ça ne pouvait, dans une époque où il fallait constater la diversité des religions, que exploser. Et c'est pour ça que j'ai commencé ensuite à lire les textes sur la laïcité, que je me suis aperçu que la laïcité, c'est ce que je vous disais à ce moment-là, c'est ce que dit Bobéro, que la laïcité qui est considérée comme un islamo-gauchiste, je vous le dis tout de suite, enfin qui est vraiment un très bon historien. Et donc quand il analyse la laïcité de 1905, vous voyez qu'il y en avait par exemple le sujet en 1905 de savoir si on devait interdire les prêtres en soutane dans l'espace public. Et le débat, c'était ceux qui voulaient interdire disaient il faut libérer le prêtre, l'émanciper, compris contre sa volonté. Et les autres ont une approche très intelligente. Ils ont dit, si vous assimilez la laïcité et l'anticléricalisme, vous avez droit dans le mur. Et donc, et encore une fois, moi je suis très anticlérical. Je considère qu'aujourd'hui, on n'ose plus critiquer les religions, précisément parce qu'on demande à l'État de le faire pour nous, de l'organiser pour nous. Et que quand on dira que d'un côté, il n'y a plus qu'Onfray qui est un bouffeur de curé et d'imam dans ce pays, les autres ils disent, ah, du moment que c'est pacifique, la foi c'est important, etc. C'est bizarre quand même d'avoir perdu alors là, intellectuellement, disons, cette contestation vigoureuse de la religion.
Je ne parle pas de ensuite ce qui se passe effectivement avec l'UNEF, les communistes. Enfin, on voit que la religion est passée à gauche. C'est fou. On sait que Marx avait considéré ça juste titre comme l'opium du peuple. Bon, donc, tout ça pour dire que, et c'est ce que je disais, on pourrait être d'autant mieux anticlérical en ayant un discours fort contre le fait religieux qu'on les laissera complètement libres de s'organiser, y compris au prix du communautarisme. Et de toute façon, ceux qui dénoncent le communautarisme sur les plateaux me font un peu marrer parce que il y en a un qui habite dans le 16e, l'autre dans le 11e, l'autre dans le 7e, et j'aurais pu le prédire. D'ailleurs, c'est normal, tout le monde se regroupe dans sa communauté. Il y a assez peu de gens quand même qui naturellement vont dans un endroit où ne vivent que des gens complètement différents. Il y a des gens comme ça, c'est sympa, et c'est heureusement qu'ils existent, mais c'est une minorité. La plupart des gens se regroupent quand même, depuis toujours, socialement, sociologiquement. Regardez le 16e, c'est quand même patent, et bon, et le 11e aussi, de notre côté. Donc, je trouve que le discours contre le communautarisme, d'abord, devrait commencer par se regarder lui-même, et qu'on a dans cette opposition, l'opposition entre démocratie et république, et là je suis assez à l'aise pour vous dire que je suis plus démocrate que républicain. Merci. Justement, vous parlez de démocrate républicain. Quel serait le cadre institutionnel qui correspondrait mieux aux idées que vous défendez? On a parlé de la Seconde République. Oui, alors ça aussi c'est une bien bonne question. Voilà, d'un point de vue de l'organisation, alors bon, et là pour un peu pour fantasmer, mais point de vue de l'organisation européenne, je l'ai dit, c'est plutôt l'Europe conçue comme un empire, donc complètement un empire. Ce qui est bien dans les empires, c'est qu'il est complètement indifférent aux caractéristiques nationales, culturelles et tout ça. C'est-à-dire qu'on ne superpose pas la gouvernance politique et le sentiment d'appartenance. Et ce que je dis toujours, d'ailleurs, moi je suis très patriote, mais je n'ai pas besoin pour ça qu'il y ait... Au contraire, ça brouille les messages. S'il y a un État français que je conteste d'une part, et que de l'autre côté j'aime la France, j'ai pas besoin d'un État pour l'incarner. Et peut-être qu'elle vivra d'autant mieux, cette France, s'il n'y a pas un État avec un drapeau. Mais qu'elle vit par la langue, qu'elle vit par plein de choses. Donc déjà, je suis assez à l'aise pour distinguer la gouvernance politique du sentiment d'appartenance. Après un bout de réponse. Et ensuite, pour redonner du pouvoir au législatif sur l'exécutif, qui me semble la chose la plus importante, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que les gens, en France, quand vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir, vous allez dans la rue, vous étriez les tribunes. Parce que vous n'avez absolument aucune représentation. C'est complètement aberrant que les libéraux, qui sont pas nombreux, enfin qui doivent être quand même 4-5%, n'aient pas une représentation politique quelque part. Donc, et c'est pour ça que les gens, enfin on l'a déjà parlé, c'est pour ça que les gens font la fête à Macron, etc. Vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est de contester l'exécutif, et donc c'est des débats infinis sur ce qu'a fait tel ministre, ce qu'a dit le président, et tout ça. Et moi, voyez-vous, j'étais donc dans le cadre de ces reportages, j'étais dans un canton suisse qui fait de la démocratie directe à main levée, le canton de Glaris. Et ça n'a rien de folklorique, c'est très sérieux, ça existe depuis 6 siècles, tous les ans sans discontinuer, même pendant les guerres napoléoniennes. Et donc, quand Nuit debout nous fait des leçons de démocratie directe, il suffit d'aller à Glaris. Et moi, je suis fasciné de la manière dont ça marche là-bas. Vous avez des Suisses, 10 heures sous la pluie, 10 000 dans une arène, c'est organisé, je peux vous dire de quelle manière, mais bon, qui propose, amende et vote les lois. Et ensuite, le Landaman, donc le chef du canton, il exécute les lois. Et lui, il est très confortable, il dit, bon, vous pouvez décider ce que vous voulez, je vous préviens que telle solution pose tel problème technique, ensuite, c'est vous qui votez. Et du coup, les gens, ils disent pas, ils ont décidé de faire la route, ils ont fait une maison de la culture, ils nous ont imposé, je sais tel quel quota d'immigration ou quoi. Ils disent nous. Et donc ils ont qu'eux-mêmes à blâmer. Ou le voisin qui n'a pas voté comme il fallait. À ce moment-là, c'est des discussions animées en famille. Bon. Mais c'est beaucoup plus sain comme ça, évidemment. Et ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que ça marche. Et que ça leur permet d'évoluer de manière assez progressive, parce qu'évidemment, c'est un côté assez conservateur, forcément, c'est des forces de rappel très grandes, mais que de temps en temps, il y a des moments de rupture, que nous, on n'arrive même pas à avoir avec tout notre présidentialisme. Qu'à un moment donné, il y en a un qui a dit, il y a 23 municipalités dans Glaris, et il y en a un qui a dit, on va les passer à 21. Vous savez ce que c'est que la fusion des collectivités. Et puis il y en a un qui est arrivé à la tribune qui a dit, moi je propose qu'on les passe à 3. Et là, les gens ont voté pour. Et l'ambassadeur de France qui était présent ce jour-là a dit, vous rigolez, vous n'allez pas le faire, vous voyez, genre traité de Lisbonne. Vous allez trouver un truc. Et l'ambassadeur, il est revenu l'année d'après, et il n'y avait plus que 3 communes à Glaris. Ils ont fusionné les pompiers, ils ont fusionné les assemblées, c'est hyper compliqué, mais ils l'ont fait, maintenant ils sont très contents avec leurs 3 communes. Donc, je pense que la démocratie directe en local, alors vraiment, j'insiste là-dessus, en local,
C'est un truc, et avec évidemment un pouvoir fiscal. Ça sert à rien de décider de choses que vous ne payez pas vous-même. Décider de choses que les autres payent, c'est quand même absurde. Donc, en fait, c'est décider pour les autres. Donc, la démocratie directe locale avec un gros pouvoir fiscal, ça permet aussi une multiplicité d'organisations socio-économiques sur un même territoire, qui sont en concurrence, diront les autres, en émulation, en ce que vous voulez, qui permet d'ailleurs des territoires ruraux de renaître, en baisser la fiscalité. Enfin, chacun s'ajuste, chacun fait son choix collectif. Là, ça fait du vivre ensemble, hein, mieux qu'un État qui impose sa laïcité, parce qu'on est obligé de se connaître et de se parler. Et que surtout, ce sont des problèmes qu'on peut appréhender. C'est ce que dit Tocqueville, la démocratie, elle commence par la démocratie locale. Donc, vous saurez vous comporter dans un syndic, copropriété, vous pourrez ensuite vous prononcer sur le budget de l'État, mais pas en sens inverse. Parce que là, c'est des choses que tout le monde peut comprendre. La question de la route de contournement, il y a des enjeux environnementaux, sociaux, économiques, enfin, il y a tout là-dedans. Mais le paysan et le prof d'université sont exactement au même niveau pour en juger, ça a des impacts directs sur leur vie. Et donc, ils ont, comme dirait Nassim Taleb, skin in the game. Donc, je trouve que la démocratie directe locale, c'est hyper important. Et le deuxième, après sur le niveau national, on pourrait dire retourner à une forme de parlementarisme. Mais bon, ça semble un peu... finalement, c'est un retour en arrière, donc c'est jamais très excitant. Donc il y a des gens qui imaginent des formes nouvelles en utilisant les technologies, notamment la démocratie liquide. On pourrait parler, mais c'est encore un nouveau système de délégation de voix, un système de représentants qui perdent ou qui gagnent des élections, mais un système où vous déléguez votre voix à quelqu'un, vous pouvez la retirer en temps réel et où la blockchain permettrait aussi de le faire de manière continue et dynamique. Bon, ça par exemple, c'est là-dessus, sur la démocratie liquide, on va essayer de publier un rapport avec Génération Libre, et comme toujours, quand on fait un rapport, sur la base d'une idée un peu farfelue, on va faire travailler des gens qui vont voir les impacts en droit constitutionnel, comment ça s'organise techniquement, comment c'est possible et tout ça. Voilà, donc en tout cas, puis ça c'est des options, le parti pirate allemand, Google, tout ça, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de la démocratie liquide. Je me permets de poser une question, Gaspard. Oui. Oui, j'en prends une pour moi. Donc, j'ai bien compris que vous avez essayé de mettre un coup de pied dans la fourmilière, d'ébranler des convictions sur la nécessité du bien commun. Mais finalement, est-ce qu'un libéral peut vraiment se passer d'un discours sur l'efficacité ? Je pense à l'Inde qui est sortie en grande partie de la misère grâce au microcrédit et au marché, à l'échec de la politique contre la drogue, aussi à la liberté d'expression. En 2015, Dieudonné, on a essayé de lui rentrer dedans, de l'interdire de parler. Et au final, j'ai l'impression qu'on lui a donné une plus grande audience. Et pour moi, c'est aussi un discours sur l'efficacité qui marche, enfin, qui est important. Oui, mais après, précisément, mais bon, une fois qu'on a le cadre, ensuite, dans ce cadre, il faut faire ce qui marche le mieux. Une fois qu'on sait exactement quel principe nous guide, ensuite, on peut décider de la voie la plus efficace. Mais je pense que c'est la méthode plutôt que la finalité, c'est ça ce que je répondrais. Et sur le microcrédit, effectivement, le microcrédit, non seulement ça marche, mais c'est conforme, si je peux dire, à la doctrine, parce que j'avais été le voir aussi, c'est-à-dire c'est des gens qui commencent à se constituer un capital et qui entreprennent, et qui ont accès au crédit sans collatéral, ce qui est l'essence du crédit en fait. C'est-à-dire c'est un lien de confiance, puisque le banquier qui prête peut tout perdre et n'a aucun moyen de recours. Donc c'est la vraie banque quelque part. Voilà. Alors, vous avez parlé de votre expérience sur la démocratie directe dans le canton de Glaris, si j'ai bien compris. J'ai une autre expérience avec la démocratie directe, c'est l'université Jean Jaurès à Toulouse, qui fonctionne de la même manière, avec des votes à main levée, et tout le monde propose ses idées, et à la fin on met une motion au vote. Le résultat, c'est que, à mon avis, c'est pas très démocratique, puisque la majorité des étudiants veulent l'ouverture de la fac et qu'elle est bloquée pendant 3 mois. Mais bien sûr, mais la démocratie directe, ça veut pas dire le bordel. Justement, au contraire, à Glaris, c'est fait de manière hyper organisée. Vous avez aussi je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez un organe législatif qui filtre les propositions pendant l'année, même si vous avez toujours un droit de recours du citoyen qui, in fine, tranche. Enfin, bien sûr que ça s'organise de sorte que les gens qui décident, mais l'essence de ça, c'est de dire les gens qui décident sont aussi les gens qui en sont responsables. Et donc ça, c'est pas le cas des étudiants de Jussieu, ou si c'était le cas, ils devraient nettoyer les tags sur les murs. Et je pense que... prenons le cas de la ZAD, qui est encore plus, je trouve, intéressant.
moi je trouve que, c'était des terres publiques, au moins depuis 1975, puisqu'il y avait des expropriations et des compensations. Il ne faut pas oublier que la propriété est née de l'appropriation. C'est les thèses d'Hernando de Soto sur le bidonville du tiers-monde. À un moment donné, vous arrivez, vous prenez un terrain, vous mettez votre plaque de tôle, vous dites ceci est à moi, et de 20 ans après, on vous donne un titre de propriété qui vous permet de progresser, de rentrer précisément dans le capitalisme. Donc, je pense que quelque part, quand les gens ont vécu là 40 ans, et que c'était des terres publiques, encore une fois, qui étaient volées à personne, il y a une légitimité, et le truc le plus malin qu'ils auraient pu faire, c'est de donner le droit de propriété aux gens, et ensuite qu'ils s'organisent eux, comme ils l'entendent, en démocratie directe ou autre, oui, dans la mesure où ils prennent leurs responsabilités, et donc de notre côté, ils ne viennent pas piquer l'électricité du EDF et aller à l'hôpital public quand ils ont un problème. C'est-à-dire qu'on s'auto-organise, oui, mais pour de vrai, et en prenant toutes les responsabilités qui vont avec. Donc, quand vous mettez la démocratie directe à un niveau où véritablement c'est vous qui décidez des moyens, des leviers d'action qui s'appliquent ensuite à vous-même, ce n'était pas le cas des étudiants de Jussieu, c'est là que ça marche. Parce que vous avez une responsabilité très forte. Et je suis sûr que la ZAD, si on la laissait vivre comme ça, en fait, je pense que les gens y retomberaient assez vite sur le droit de propriété et l'échange marchand. Mais comme ça, tout seul, parce qu'ils verraient que, par exemple, leur truc d'échange inversé, où c'est l'acheteur qui décide du prix, ils verraient que sans la subvention du RSA, ça ne marche pas. Parce qu'il faut rembourser, parce que celui qui produit a besoin lui-même de payer la valeur avec laquelle il a fait ses outils de production et tout ça. Donc c'est une question de structuration et d'échelle. Mais évidemment, ensuite, si on prend 15 personnes au hasard qui décident pour le reste du groupe, c'est pas légitime, ça, je suis bien d'accord. C'est bon, ça marche. Vous avez parlé donc de cette expérience de la démocratie directe localement en Suisse, et en décrivant qu'effectivement ça n'avait de sens que si fiscalement il y avait effectivement localement on pouvait lever des impôts. Mais je comprends tout à fait. Mais du coup, si on essaye de réconcilier ça avec la notion de revenu universel de la manière dont on l'entendait, il y a quand même une incohérence, puisque effectivement les responsabilités, vous disiez, on choisit avec l'argent des autres dans le revenu universel, même si je comprends la philosophie d'émancipation de l'individu, quelque part il y a un peu une incohérence irréconciliable avec cette idée, non? Oui, c'est une bonne question. Je dirais que d'abord, le revenu universel, il est censé quand même être choisi démocratiquement, il n'est pas imposé aux gens. Donc, c'est pas étonnant si d'ailleurs aujourd'hui il fait l'objet de tellement de campagnes politiques dans l'ensemble du monde. Les Suisses, par exemple, ont parlé, ont voté contre le revenu universel. Je pense qu'ils ont eu raison. C'était une somme qui était trop, en tout cas la somme implicite était trop élevée, ça aurait mis l'économie suisse par terre. Donc, évidemment, ça va être voté. Mais j'aimerais préciser, parce que c'est là que je pense que la responsabilité prend son sens, et la fiscalité, puisque vous parlez de fiscalité, je suis obligé de préciser les modalités dans lesquelles je le pense. Parce que, suivant les approches philosophiques que vous avez vis-à-vis du revenu universel, je n'ai pas eu le temps de développer ça, vous aboutissez à des schémas de financement très différents, pour aller vite. Si votre approche, c'est la technologie va remplacer tout le travail, votre point d'arrivée, comme chez Rifkin, c'est la taxe sur les robots, c'est devenu un nom. Si votre point de départ, c'est la société me doit quelque chose, parce que je contribue à la société simplement par mon existence, et par les relations sociales que je tisse, qui est un discours qu'on entend alors là pour le coup à gauche, à ce moment-là, il est logique de le financer par les richesses communes, donc ça va être une taxe soit sur les ressources naturelles, les transactions financières, etc. C'est le vrai discours socialiste, puisque ça veut dire on a le revenu universel parce qu'on fait partie d'une société. Si vous avez le revenu universel, disons libéral, il est logique de le financer par l'impôt sur le revenu. Et donc, chacun reçoit, mais chacun contribue. Pour parler plus en détail du schéma qu'on propose, vous substituez un certain nombre d'impôts, dont l'IR, vous leur substituez une flat tax, et de l'autre côté, votre revenu universel prend la forme d'un crédit d'impôt. Donc vous faites à la fin du mois la différence entre le crédit d'impôt qu'on vous doit et la taxe que vous payez. Donc, si vous êtes au-dessus de cette différence, en fait vous payez l'impôt, simplement, et il y a une déduction qui est le crédit d'impôt, mais que vous ne voyez pas. Si vous êtes en dessous, vous recevez du cash, si vous n'avez rien, vous recevez tout. Et de manière automatique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on va discuter du revenu, du niveau du revenu, le niveau de la taxe,
dépend du niveau du revenu. Si vous mettez votre minimum universel aujourd'hui en France, le minimum universel à 500, qui est vendu à ça, il vous faut un impôt au premier euro à 25%, capital et travail. Si on le met à 1000, il vous faut un impôt à 50. Et donc là, c'est quelque chose que tout le monde reçoit et tout le monde paye. Même si pour certains, ça reste virtuel. Mais tout le monde paye l'impôt. Et donc c'est ça qui est, je trouve, responsabilisant et cohérent dans le schéma précis que nous proposons. C'est le schéma friedmanien. Non, une fille, oui, mais pas deux fois. Ça, moi j'aime bien les trois modèles, la liberté, on est tous libres. Je vois le revenu universel, mais j'ai envie de poser la question, c'est tout à l'heure vous avez dit, il y a le professeur et l'agriculteur. Si on veut aller vers cette société de la grande liberté, le troisième modèle, est-ce qu'on ne doit pas remettre aussi à plat tous les citoyens dans le modèle? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui partent très riches, il y a ceux qui partent très pauvres. Oui. On n'est pas égaux déjà à ça. Et après, dans ce troisième modèle, la société devient sélective. Parce que qu'est-ce qu'on fait des handicapés, quel que soit le handicap, oui. Et quel que soit il y a des individus anarchistes, qu'est-ce qu'on en fait aussi dans cette société-là? Voilà, c'est ça ma question. C'est un peu une société anarchiste, donc déjà les individus anarchistes, ils auront leur compte. Et, non, mais c'est une bonne question. Je pense que, et c'est là que je suis obligé d'introduire une petite nuance. Il y a des libertariens classiques, et il y a, moi, le mouvement qui m'intéresse le plus aujourd'hui aux États-Unis, c'est les libertariens dits de gauche, left libertarian, bleeding heart libertarian, enfin ils ont plein de dénominations, qu'on retrouve dans des think tanks comme le Niskanen Center. Et il y a la différence, si vous voulez, philosophique de base, mais vous allez voir, je vais répondre à votre question, la différence philosophique de base, c'est que chez les libertariens, disons classiques, quand je m'approprie quelque chose par mon travail, mettons, je bêche la terre, je plante, je récolte, c'est à moi, parce qu'il n'y avait pas de propriété à l'origine, et donc je crée la propriété. Ensuite, si je suis taxé, c'est équivalent du travail forcé pour quelqu'un. Pour la taxe, c'est équivalent du travail forcé. Chez les libertariens de gauche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, en fait, l'environnement extérieur n'est pas une chose qui n'appartient à personne, mais une chose qui appartient à tous. Et donc, quand je me l'approprie, certes, la valeur que je mets dedans fait que je gagne un droit de propriété, mais en même temps, je dois compenser le reste de la société pour ce que j'ai soutiré au bien, pas commun, mais collectif. En fait, on est dans le piège aussi facilement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans ces trucs de left libertarian, ils sont tous pour le basic income. C'était le raisonnement en fait de Thomas Paine sur le basic income. Il y a une égalité naturelle de départ. Il est normal qu'il y ait des inégalités par le travail. Et en même temps, il faut compenser tout le monde pour la perte de cette égalité de départ. Donc, c'est-à-dire le fait que la terre nous appartenait à tous, en ce modo. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a moyen de penser par cette philosophie-là, en disant que non seulement il y a une propriété de soi, mais qu'il y a aussi, quelque part, il faut donner à chacun les moyens d'être propriétaire de soi-même, en universel. Il y a le moyen de penser, non pas, je dirais, l'égalité, mais des formes de compensation. Par exemple, vous avez des débats, alors vraiment philosophiques abstraits, mais marrants, c'est-à-dire de dire, finalement, qui disent qu'il faudrait taxer les gens sur leur talent, mais en déduisant ce qui est un donné biologique. Si quelqu'un a un fort QI, il n'a pas le droit de s'approprier la valeur de ce que son QI a pu produire, puisque c'est un donné, c'est comme s'il s'appropriait une terre extérieure en fait. Mais il faut le récompenser en fonction de l'effort qu'il aura fourni. Donc en fait, la question qu'on pose, c'est la distinction entre le soi, le donné, et donc le soi qu'on travaille, sur lequel on fait un effort, et le donné, l'environnement. Et en fait, cette distinction, elle n'est pas nette. C'est pas forcément ce qui est extérieur. Vous pensez, est-ce que l'ADN, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et c'est là qu'on en vient, puisqu'on parle d'ADN, à la question du handicap. Et c'est pour ça que je veux dire que ces systèmes-là vous permettent, dans les principes, d'opérer ce genre de distinction. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure d'une sorte d'île
que vous souhaitiez construire, mettre au point dans des zones internationales. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est une utopie? Qu'est-ce qui peut, de manière écologique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, ben là, je vais vous raconter un peu l'histoire, parce que, évidemment, moi je suis accroché à ce projet récemment, mais c'est un projet qui existe depuis 10 ans, qui est financé par Peter Thiel, qui est fondateur de PayPal, libertarien inconnu dans la Silicon Valley. L'ami de Trump. Hein? L'ami de Trump. Ouais, ça après, il fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Donc, qui a financé il y a 10 ans le Seasteading Institute, et le Seasteading, c'est l'équivalent sur la mer du homesteading, c'est-à-dire on s'approprie des nouvelles terres et on crée l'humanité, on crée des droits, tout ça, comme à l'origine des États-Unis en fait. Et donc cet institut, qui est quand même dirigé par le petit-fils de Milton Friedman, Petri Friedman, c'est tout un poème, donc a fait des recherches pour savoir où est-ce qu'on allait mettre cette île, et puis ils se sont aperçus qu'en eau internationale, c'était quand même un peu dur pour des raisons techniques, parce qu'il y a de la houle, voilà. Et donc ils se sont rapprochés des États pour voir s'ils ne pouvaient pas trouver des eaux territoriales dans lesquelles loger ces îles, ou du moins ces pilotes, ces premières îles. Et puis que ce qui est quand même très drôle, c'est qu'ils sont tombés sur qui? Sur la France, puisque le premier projet a lieu en Polynésie française. Il devrait avoir lieu en Polynésie française. Donc vous avez aujourd'hui un framework agreement entre le gouvernement polynésien, donc représentant la France, et le Seasteading Institute, avec des documents juridiques incroyablement compliqués pour savoir comment ils veulent pouvoir s'exempter de la Sécu, du droit du travail, du monopole de la monnaie, etc. etc. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de faire des îles autonomes écologiquement, qui répondent pour la Polynésie française à la problématique de la montée des eaux. Parce que les Polynésiens savent qu'un certain nombre d'îles vont disparaître au rythme où on va, et donc ça les intéresse de comprendre comment, et d'expérimenter comment construire de nouvelles îles. Et l'idée finale, c'est d'avoir, si vous voulez, des îles sur des millions de kilomètres carrés, de reconstruire des continents en fait, de faire une super aquaculture où vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez, mais dans la mer. Parce que l'algue, par exemple, est beaucoup plus intéressante que l'arbre d'un point de vue écologique, puisqu'elle ne rejette pas, elle transforme le CO2, elle ne le rejette pas à sa mort, comme c'est le cas de l'arbre qui ensuite, quand il est mort et qu'il se décompose, le reverse dans l'atmosphère. Bref, il y a toutes sortes de réflexions là-dessus, et qu'ensuite ces îles pourront se décomposer en systèmes de gouvernance différents, et que chacun avec sa petite île pourra partir de l'un à l'autre s'il n'est pas content, et comme ça les gens voteront avec leurs pieds ou avec leurs palmes. Enfin, voilà. Vous voyez, bon, c'est très utopique, évidemment, mais d'abord c'est formidable d'avoir des utopies positives. C'est très sympa d'y participer, de voir, et puis ça fait rêver beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui s'y investissent, des gens de bon niveau, des scientifiques, des financiers, tout ça. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, ça va peut-être rater, mais c'est toujours bien de se raccrocher à une vision, d'autant que là, elle ne va nuire à personne. On va pas prendre, on arrive sur des eaux qui sont inutilisées pour le moment. C'est la dernière question, parce qu'après les gens commencent à partir, moi je vais commencer à avoir faim. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez évoqué rapidement une nouvelle technologie et la blockchain. Je m'intéresse, moi, notamment aux crypto-monnaies, qui sont les premières grandes applications de cette technologie. Comment percevez-vous ces nouveaux outils? Pour moi, ce sont des systèmes de paiement en fait, directs, sans tiers de confiance, sans réseau bancaire, sans État aussi. Donc, c'est exactement dans un courant libertarien maximiser en fait. Donc, ma question, c'est vous en tant que du coup historien un peu, de la politique et des institutions et plus encore, comment percevez-vous, comment allez-vous anticiper l'intégration de ces nouveaux systèmes, de cette nouvelle technologie dans l'état de droit? Oui, c'est une bonne question. Donc d'abord, effectivement, exactement pour les raisons que vous avez décrites, elle m'intéresse. Encore une fois, je ne sais pas si c'est viable, si c'est de la spéculation, tout ça, mais enfin, je vois que quand même l'idée qu'il y a derrière est très puissante. Il y a aussi le fait que c'est, notamment si vous prenez le Bitcoin, ce qui est le plus séduisant, c'est que c'est une masse d'argent finie. Il n'y a pas, la création monétaire s'arrête à un moment donné. C'est comme l'or, en fait. Vous n'avez pas une banque centrale qui peut imprimer et tout ça. Et que deuxièmement, il n'y a pas de création monétaire ensuite interne, c'est-à-dire que c'est pas comme que... Vous savez, les Suisses ont rejeté l'initiative du Folgeld, qui était en fait complètement ça, c'est-à-dire l'idée que les banques ne puissent plus créer de la monnaie, c'est-à-dire qu'un prêt d'1 euro enlève 1 euro des bilans. Alors qu'aujourd'hui, la banque, quand vous prête de l'argent, elle va garder un tiers dans le bilan, elle va créer 2 tiers. Voilà. Alors que quand vous prêtez un Bitcoin, il part,
Et il arrive à l'autre personne et vous, il va vous le rendre avec un intérêt, mais vous ne l'avez plus du tout. Et donc, ça correspond assez bien à la théorie autrichienne de la monnaie, sur ces deux aspects-là, masse monétaire finie et pas de réserve fractionnaire. Et donc effectivement, c'est séduisant et ça permet ensuite des systèmes de gouvernance décentralisés où je vous dis à le code, chacun a une sorte de droit de vote et participe à l'élaboration d'un consensus. Donc tout ça est très séduisant. Évidemment, ça fait peur aux États. C'est d'ailleurs la première réaction de la France. Ça fait peur aux États parce que le jour où tout le monde paiera en bitcoin, l'État il fera faillite. Qui va acheter des obligations en euros à 1% si on a une autre monnaie beaucoup plus sûre en fait? Aujourd'hui, on ne vit avec 100% de dette sur PIB que parce que les gens ont une confiance démesurée dans les monnaies fiduciaires. Et donc je pense que ça, c'est quand même une crainte assez présente, mais pour moi, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que l'essor des crypto-monnaies va forcer l'État à admettre que juste, il ne peut plus vivre comme il vivait. D'autant que, si je peux me permettre, le système de monnaie actuel, fiduciaire, n'est pas adapté à des nouvelles économies directes. On est obligé de passer par une banque, par PayPal, par des systèmes compliqués, en fait, qui peuvent... qui préviennent l'essor de nouvelles activités entreprises générales. Voilà. Alors ensuite, comment réguler tout ça? Bon, dans le Bitcoin, par exemple, il n'y a plus de régulation, il n'y a plus besoin d'avoir une régulation monétaire. Ensuite, je pense qu'il n'est pas aberrant de préserver encore quelque temps les règles de l'état de droit. Et puis je ne vois pas en quoi, finalement, l'utilisation de crypto-monnaies empêcherait d'avoir un État qui interdit le crime. Donc c'est une question de réglage, mais je ne vois pas en quoi par principe ça serait contradictoire. Voilà, bon, alors merci beaucoup. De nouveau merci à Gaspard et merci à vous tous d'être venus. Je vais passer la parole à Victor qui est référent de Jacques Macron à Paris. Oui, et n'oubliez pas de devenir membre de Génération Libre.